Africaines, Africains, j'ai l'insigne émotion, j'ai le profond honneur de présenter aux plus hautes autorités de l'Alliance des États du Sahel, à savoir les présidents de la transition du Mali, chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta, le président du Faso, chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, le président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani. J'ai l'émotion profonde de leur présenter nos remerciements infinis, respectueux, distingués, chaleureux, fraternels, immémoriaux, pour le communiqué historique qui a été publié hier sur les chaînes de diffusion officielles de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, communiqué à travers lequel les trois gouvernements de la Confédération la plus aimée des Africains de ce temps ont marqué leur soutien, leur solidarité totaux envers les militants, les activistes, les intellectuels panafricanistes que nous sommes, en raison de notre engagement à leur côté pour l'émancipation totale du peuple africain contre le despotisme intérieur, mais également contre le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme extérieur. En ce 26 août 2025, je me suis levé avec la conscience de l'immense confiance, de l'immense fraternité, de l'immense sacrifice que les hautes autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger consentent au quotidien au service de leur peuple, et conscient de l'augmentation de mes responsabilités et de celles de mes compagnons de lutte face à l'acte exemplaire que ces autorités viennent de poser pour montrer le chemin à toutes les autres républiques africaines qui ont abandonné les Africains. Pour montrer le chemin à tous les chefs d'État africains qui continuent à pisser dans leur froc à l'idée de déplaire au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental ou à l'impérialisme moyen-oriental. Oui, en me levant ce jour, j'éprouvais une fierté décuplée d'être un Africain de ce temps et d'avoir choisi de défendre la cause de Mahat, la vérité, justice, solidarité au service de toute l'humanité, en commençant par celle de mon continent natal. Car notre premier devoir commence par nos responsabilités immédiates. Certains d'entre vous peuvent ne pas avoir mesuré le changement d'échelle, le tournant historique que la conscience panafricaine mondiale a matérialisé hier par ce communiqué qui incontestablement fera partie des plus grands communiqués de l'histoire de la solidarité des peuples africains. Certains ne se rendent peut-être pas encore compte de l'immense et intense moment de prise de conscience
que ce communiqué incarne. Certains ne se rendent peut-être pas compte que quelque chose se passe de décisif pour l'Afrique à partir de l'Alliance des États du Sahel et qu'il faut s'en saisir comme une opportunité sacrée, une opportunité inespérée pour émanciper la totalité de notre continent et de l'humanité africaine planétaire. Quand je me levais ce matin, ma première prière a été que le Tout-Puissant, par la médiation de nos ancêtres angélisés, me permette de dominer mon émotion pour trouver des mots me permettant de décrire ce que je ressens. Et j'imagine qu'il en est ainsi de l'ensemble des activistes, des militants, des intellectuels panafricanistes du continent et des diasporas qui doivent se sentir individuellement reconnus par le communiqué de l'Alliance des États du Sahel, même si la liste qui a été faite n'était pas exhaustive. Ce n'était pas l'objectif. Toute Africaine, tout Africain digne de ce nom, qui a l'amour de l'émancipation de notre continent, doit se lever et saluer avec déférence l'acte qui a été posé hier. Mais avant de montrer, à travers l'analyse de ce communiqué, la richesse, le gisement de sagesse et de puissance spirituelle qu'il y a dans ce communiqué, je voudrais commencer par le faire entendre. Parce que celui qui n'a pas entendu n'est pas bien placé pour écouter. Nous allons entendre le communiqué qui a été lu hier par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de la République du Mali pour le compte de ses collègues des 3 pays et sous les hautes instructions des chefs de gouvernement et surtout des chefs d'État des 3 pays. Il faut que vous l'ayez écouté. On va commencer par là. Et dans la dernière partie de mon intervention, je vais expliquer pourquoi c'est un tournant historique dans les relations internationales africaines avec le monde et dans la prise de conscience de l'Afrique du XXIe siècle. Je dis bien un tournant historique. Vous avez assisté, nous assistons à quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, il faut pour cela développer les yeux de l'esprit. Parce qu'on ne peut pas comprendre les tournants historiques si on observe l'histoire à partir des apparences. Il faut observer l'histoire à partir de l'essence, du contenu de l'histoire. Et le contenu de l'histoire, c'est le sens caché des événements, qu'on ne peut maîtriser que par un travail d'interprétation assidue, un travail d'interprétation rigoureux et vigoureux. C'est ce travail-là qui permet d'accéder au sens de l'histoire. Donc je donne la parole ici à la presse d'État du Mali pour nous donner... Sur ce plateau, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, un communiqué du président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Merci beaucoup. J'ai l'honneur de donner lecture d'un communiqué de presse des ministres chargés de la Justice et des Droits de l'Homme de la Confédération des États du Sahel, AES. Les ministres chargés de la Justice et des Droits de l'Homme de la Confédération des États du Sahel, AES, expriment leur vive indignation et condamnent avec la plus grande fermeté les sanctions et autres actions de harcèlement visant des militants panafricanistes reconnus pour leur soutien aux idéaux panafricanistes et souverainistes des peuples de l'AES. Parmi celles-ci figurent notamment les sanctions décidées par l'Union européenne le 26 juin 2025 à l'encontre de Mme Nathalie Yamb, incluant l'interdiction d'entrée et de transit dans l'Union européenne, le gel des avoirs ainsi que l'interdiction de survol des espaces aériens européens. L'arrestation illégale, la séquestration dans une caserne et la mort suspecte de l'activiste feu M. Alain Christian Traoré dit Alino Faso, en République de Côte d'Ivoire, et les diverses mesures de harcèlement contre Dr Franklin Nyamsi, M. Kémy Seba, M. Ibrahima Maïga
et d'autres panafricanistes en République française et ailleurs. Ces actes illégaux et inhumains constituent une atteinte grave aux libertés fondamentales et aux droits inaliénables et imprescriptibles de la personne humaine, en l'occurrence la liberté d'opinion, la liberté d'expression, le droit à la vie et le droit à l'intégrité physique. Ils violent de surcroît les principes même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces sanctions, présentées sous le prétexte fallacieux de la lutte contre une prétendue influence extérieure, et ces actes ignobles ne sont en réalité qu'une tentative de museler les voix africaines qui revendiquent la fin du néocolonialisme et la construction d'un ordre international plus juste et équitable. En conséquence, 1. Tout en présentant leurs condoléances émues à la famille et aux proches de feu M. Alain Christian Traoré dit Alino Faso, ainsi qu'à tous ceux qui partagent son combat, les ministres de la Justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel exigent des autorités ivoiriennes une enquête transparente et diligente pour faire toute la lumière sur les circonstances très troubles de sa mort tragique, afin que les auteurs, co-auteurs et complices de sa disparition répondent de leurs actes. 2. Ils expriment leur entière solidarité avec Mme Nathalie Yamba, Dr Franklin Nyamsi, M. Kémy Seba, M. Ibrahima Maïga et tous les panafricanistes persécutés, dont le courage et l'engagement incarnent la volonté des peuples africains de recouvrer pleinement leur souveraineté. En outre, il demande aux autorités françaises de respecter les valeurs et principes qu'elles ne cessent d'instrumentaliser pour déstabiliser l'AIS. 3. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération AIS condamnent les décisions arbitraires de l'Union européenne et les actes ignobles ayant coûté la vie à feu M. Alain Christian Traoré dit Alino Faso, décisions et actes contraires aux principes du droit international et aux valeurs universelles qu'il proclame. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération AIS réaffirment leur soutien indéfectible à tous les militants panafricanistes qui, en Afrique et dans la diaspora, se battent pour l'émancipation totale du continent. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération AIS appellent les organisations et les peuples africains à renforcer leur unité et leur solidarité face aux tentatives extérieures d'intimidation et de répression. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel AIS rappellent enfin que les tentatives d'intimidation et de répression extérieure ne feront que renforcer la détermination des peuples africains à bâtir une Afrique souveraine, unie et respectée dans le concert des nations. Fait à Bamako, le 25 août 2025, pour les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel AIS, Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux de la République du Mali. Je vous remercie. Merci à vous également, monsieur le ministre. Nous suivons sur ce plateau le ministre de la Justice. Voilà la version donc audio et télévisuelle du communiqué qui a été lu hier, 25 août 2025, à la radio-télévision du Mali, l'ORTM, notre chaîne bien-aimée. Dans la deuxième partie de mon propos, je vais procéder à une explication de texte, parce que ce communiqué est un gisement d'enseignement pour l'opinion africaine et l'opinion internationale. De telle façon qu'il faut le lire comme une leçon magistrale, non seulement de droit international, mais une leçon magistrale de solidarité politique et d'éveil des consciences. Ce communiqué est un acte décisif de l'expansion de l'idéologie panafricaniste pour la libération de l'humanité africaine. Je vais afficher à présent, ici devant moi, la version papier de ce communiqué afin de vous le commenter. Car je l'ai non seulement entendu, mais je l'ai écouté. Je l'ai non seulement lu, mais je l'ai relu. Je l'ai non seulement relu, mais je l'ai médité. D'abord, communiqué de presse des ministres chargés de la justice, des droits de l'homme et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel. Le fait que ce communiqué soit un communiqué collectif est un enseignement.
Il s'agit de montrer le chemin à tous les autres États africains, abonnés à l'individualisme politique, abonnés à l'individualisme micronationaliste, abonnés aux stratégies isolées, aux stratégies éparpillées. L'AES dit que pour que l'Afrique soit respectée, il faut qu'elle parle avec la voix de ses puissances rassemblées. Il faut que l'Afrique se dote d'une puissance pour que sa voix porte. Et pour que la voix de la puissance africaine porte, il faut que ce soit la communion des voix des puissances africaines. Rien que le titre du communiqué, il n'est pas signé par le Mali seulement, ou par le Burkina Faso seulement. Il n'est pas signé seulement par le Niger. Le communiqué est signé par la Confédération des États du Sahel. Ce communiqué est donc déjà, en tant que communiqué confédéral, un enseignement qui est adressé à tous les États africains. Agissons en commun pour défendre nos citoyens. Agissons en commun pour défendre nos peuples. Agissons en commun pour défendre nos intérêts. Mais ce communiqué est un enseignement qui est donné aux soi-disant organisations politiques beaucoup plus anciennes sur le continent africain et qui prétendent servir les peuples africains alors qu'en fait, bien souvent, elles sont aux ordres des puissances néocolonialistes occidentales, impérialistes occidentales et moyen-orientales. C'est le cas en Afrique de l'Ouest de la CEDEAO. Depuis qu'on persécute les militants, les activistes et les intellectuels panafricanistes, la CEDEAO n'a jamais pondu un seul communiqué pour en défendre un seul. Parce que la CEDEAO est anti-panafricaniste. Elle est opposée à la souveraineté totale de l'Afrique. Jamais il n'y a eu un communiqué de la CEDEAO, depuis que la persécution anti-panafricaniste a commencé là, a repris là. Et il n'y a jamais eu de communiqué de la CEDEAO en soutien à un activiste, à un militant ou à un intellectuel panafricaniste. C'est une leçon à la CEDEAO. Mais c'est une leçon aux autres organisations africaines, comme la CEMAC, en Afrique centrale. L'Afrique centrale dont je viens, dont ni mon pays natal, le Cameroun, ni les organisations régionales de l'Afrique centrale n'ont daigné défendre par des communiqués Nathalie Yamb et moi-même, qui sommes ressortissants d'Afrique centrale et qui sommes panafricanistes. Vous avez bien vu? C'est l'Alliance des États du Sahel qui prend sur elle la responsabilité de défendre des Africains originaires de toutes les régions de l'Afrique. Pendant que leur propre pays natal, notre propre pays natal, le Cameroun, notre propre région natale, je prends le cas de Nathalie Yamb et moi, l'Afrique centrale, elle se tait et contemple la persécution de ses filles et de ses fils. Tout en agitant des individus sur les chaînes de télévision pour présenter les tyrans d'Afrique centrale comme étant des panafricanistes. Regardez, rien que le titre de ce communiqué, c'est une école. Ce communiqué est un enseignement à l'Union africaine. De quelle union êtes-vous, Union africaine? Si vous êtes incapable de défendre ceux qui incarnent le combat qu'ont mené les Haïlé Sélassié, les Jomo Kenyatta, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, le combat qu'ont mené les Nelson Mandela, les Sam Nujoma, les Kenneth Kaunda, les Julius Nyerere, le combat qu'ont mené les Amilcar Cabral, les Agustin Neto, les Ruben Umnyobe, les Osende Afana, les Félix Moumié, les Wandji Ernest, le combat qu'ont mené les Patrice Emery Lumumba, Barthélemy Boganda, le combat qu'a mené de haute main Namdi Azikiwe, le combat que menait Ngarta Tombalbaye pour le Tchad à un moment donné, le combat que menait le camarade Marien Gwabi pour la République du Congo-Brazzaville. Ce combat-là, qui est porteur de cette flamme? Le combat de Thomas Isidore Noël Sankara. Qui est porteur du combat de Jerry John Rawlings? Ce sont les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel et leur gouvernement. Et ce sont les militants, les activistes et les intellectuels panafricanistes.
toute une union qui se dit africaine nous regarde persécutés depuis plusieurs années par les puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales et moyen-orientales. Et elle se tait. Pas un traître communiqué. Pas un traître communiqué. Donc, le simple fait que le communiqué soit confédéral montre que il est donc possible que l'Afrique agisse en tant que puissance dans le monde. En tant que puissance confédérale. Le communiqué est un acte qui s'inscrit parfaitement dans la vision idéologique panafricaniste, telle qu'elle est exprimée par exemple dans le maître ouvrage du docteur Francis Kofi Kwame Nkrumah. Africa must unite. Divided, we shall fail. United, we shall win, disait Kwame Nkrumah. Divisés, nous échouerons. Unis, nous vaincrons. Donc le communiqué est vraiment placé sous l'égide de l'esprit d'Africa Must Unite. L'Alliance des États du Sahel pose un acte qui est à la fois un acte théorique et un acte pratique. Sur le plan théorique, c'est une mise en œuvre de la philosophie panafricaniste. Et sur le plan pratique, c'est une muraille puissante, une muraille symbolique et diplomatique puissante que l'Alliance des États du Sahel dresse, rien qu'en publiant ce communiqué. Dans la terminologie philosophique, on peut dire d'un tel acte que c'est un acte théurgique. La théurgie est la partie de la mystique où la parole est en même temps une action. La parole est performative. Ce communiqué n'est pas simplement une suite de mots. C'est la matérialisation d'un esprit dans le siècle. Ce communiqué, c'est la création d'une atmosphère spéciale, d'un contexte spécial, d'une dimension supplémentaire dans notre lutte. Cette atmosphère spéciale, ce contexte spécial, cette dimension spéciale, c'est l'idée que les Africaines et les Africains qui s'engagent à défendre ce qui est vrai et juste pour leur continent ne seront jamais plus abandonnés par les États africains qui sont fidèles à la même philosophie de libération qu'eux. Le temps de l'intellectuel, de l'activiste, du militant africain isolé et abandonné, ce temps-là est passé, disent les hautes autorités de l'Alliance des États du Sahel, les peuples sahéliens révolutionnaires qu'ils incarnent. Ça, ce n'est que le titre. Rien que le titre est un message, c'est un enseignement. Maintenant, prenons le premier paragraphe. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel expriment leur vive indignation et condamnent avec la plus grande fermeté les sanctions et autres actions de harcèlement visant des militants panafricanistes reconnus pour leur soutien aux idéaux panafricanistes et souverainistes des peuples de l'AES. Donc, le problème est posé. Il y a, dans cette phase particulière de l'histoire de l'Afrique, un devoir qui est commun aux peuples et aux dirigeants. C'est de réaliser la véritable indépendance de l'Afrique. Puisque celle des années 60 était une fausse indépendance. Notamment dans les pays de l'Afrique dite francophone. Au moment où De Gaulle faisait proclamer les indépendances, il veillait à éliminer toutes les têtes qui résistaient au colonialisme et au néocolonialisme français et à imposer des valets de la France qui continueraient à permettre à celle-ci de voler les matières premières stratégiques de ces pays, d'imposer un poste douanier unilatéral appelé franc CFA, de dicter les orientations idéologiques et culturelles dans chacun des anciens pays colonisés ou sous tutelle française. Le grand devoir de ce 21e siècle africain, c'est de rendre totalement leur souveraineté aux peuples africains. Dans ce processus, il y a plusieurs corps de la société africaine qui sont en action. Les militaires sont en action, mais également les civils. Et parmi les civils, il y a une catégorie spécifique de porte-parole des aspirations populaires. Ce sont donc les activistes, les militants et les intellectuels panafricanistes. C'est-à-dire ceux qui s'inspirent de cette idéologie qui a été élaborée au départ dans les diasporas américaines, puis européennes, puis africaines, l'idéologie de l'émancipation totale de l'homme et de la femme noire sur tous les continents, de la domination raciale,
de la domination socio-économique, politique et culturelle. C'est ça le panafricanisme. Ce n'est pas une idéologie uniquement pour le continent africain. C'est une idéologie qui galvanise les Africaines et les Africains sur tous les continents pour les sortir des griffes du racisme, des griffes du colonialisme, du néocolonialisme, de l'impérialisme et du despotisme. C'est ça le panafricanisme. Et voilà pourquoi l'idéologie se dit bien pan, qui veut dire le tout, le monde entier, la planète, et africanisme, c'est-à-dire la défense radicale de l'humanité africaine sur toute la planète. C'est ça le panafricanisme. C'est ça la définition. Et les premiers théoriciens du panafricanisme sont des descendants d'esclaves noirs américains. Les descendants d'esclaves des Antilles. Par la suite, ce sont des immigrés africains, eh bien d'Amérique, des immigrés africains d'Europe. Et enfin, ça va être des dirigeants politiques africains, des militants, des activistes, des intellectuels africains sur le continent. Et aujourd'hui, un peu partout dans le monde, tous ceux qui se reconnaissent dans cette tradition philosophique, venue de la résistance des esclaves marrons contre le racisme, qui a abouti à l'abolition de l'esclavage, venue de la résistance anticoloniale, anti-néocoloniale, anti-impérialiste africaine, qui a abouti aux premières indépendances formelles, tous ceux qui se reconnaissent dans cette philosophie, eh bien, appartiennent à la même dynamique historique. Et les activistes, les militants et les intellectuels panafricanistes jouent un rôle particulier. C'est qu'avec la révolution des réseaux sociaux, ils permettent au plus grand nombre d'Africaines et d'Africains, sur tous les continents, d'accélérer leur prise de conscience. Vous savez, tout au long du XXe siècle, du XIXe siècle, du XVIIIe siècle, du XVIIe, du XVIe, même du XVe, le monde faisait circuler l'information essentiellement par le papier. À partir du XIXe, on découvre la radio. L'information va se mettre à circuler par les ondes. Mais pendant longtemps, les grandes agences qui contrôlaient l'imprimerie et les grandes agences de contrôle des ondes, et même à un moment donné, les ondes visuelles, les images, ces grandes agences étaient essentiellement centrées en Occident, dans le nord de la planète. Elles étaient centrées en Europe, elles étaient centrées en Amérique. C'était RFI, c'était BBC, c'était la Voix de l'Amérique qui disait aux Africains, à la radio, ce que les Africains devaient penser de l'Afrique. Avec la révolution des réseaux sociaux, les militants, les activistes et les intellectuels panafricanistes ont pu renverser la domination des médias traditionnels, du néocolonialisme, de l'impérialisme et du colonialisme. De telle façon qu'aujourd'hui, les opinions africaines sont davantage connectées sur les réseaux sociaux panafricanistes que sur les médias classiques d'influence qu'utilisaient autrefois l'Amérique, l'Europe, pour contrôler le mental des Africains. En effet, les militants, les activistes et les intellectuels panafricanistes ont gagné la bataille de l'information. Ils ont gagné la bataille de la pensée. Dans l'esprit des Africains aujourd'hui, ce ne sont plus les pensées prévues par M. Macron et son gouvernement à Paris qui trônent, par M. Trump et son gouvernement à Washington qui trône, par M. Schmerz et son gouvernement à Berlin qui trône, par M. Starmer et son gouvernement, etc., qui trône. Dans la tête des Africains, aujourd'hui circulent les pensées d'Assimi Goïta et de ses compagnons, d'Ibrahim Traoré et de ses compagnons, les pensées d'Abdourahmane Tiani et de ses compagnons, qui sont le relais des pensées des Kwame Nkrumah et de leurs compagnons, des Sékou Touré et de leurs compagnons, des Lumumba et de leurs compagnons, des Sankara et de leurs compagnons, des Jerry Rawlings et de leurs compagnons, le relais des pensées de Haïlé Sélassié et de ses compagnons, les pensées de Nelson Mandela et de ses compagnons, d'Amilcar Cabral et de ses compagnons, les pensées de Marien Gwabi et de ses compagnons, de Ruben Oumniobé, de Barthélemy Boganda et de leurs compagnons, les pensées d'Agostinho Neto, de Samora Machel, les pensées de Kenneth Kaunda, de Sam Nujoma, de Julius Nyerere. Ce sont ces pensées
qui animent et qui enflamment positivement le Sahel. Et ce sont ces pensées qui sont au cœur de l'éveil africain que l'on retrouve dans la diversité des contributions des activistes, des militants et des intellectuels panafricanistes. La victoire des idées panafricanistes dans les esprits est une victoire noble, car ce n'est pas une victoire qui a été obtenue par la guerre. Ce n'est pas une victoire qui a été obtenue par l'agression. Ce n'est pas une victoire qui a été obtenue par la vengeance. C'est une victoire qui a été obtenue par les armes les plus nobles de la civilisation que sont la parole, l'argument, la persuasion et la conviction. Les activistes, les militants, les intellectuels panafricanistes de ce temps se caractérisent par le fait qu'aucun d'entre eux ne possède un revolver. Kémy Séba ne porte pas d'armes. Nathalie Yamb ne porte pas d'armes. Je ne porte pas d'armes. Alino Faso, qui a été tué par Alassane Dramane Ouattara, ne portait pas d'armes. Aucun des activistes militants panafricanistes connus aujourd'hui n'est connu pour le fait qu'il porterait des armes. Nos seules armes sont la pensée critique, la pensée parlée, la pensée écrite et la pensée imagée. Voilà les 4 armes que nous utilisons. La pensée critique, la pensée parlée, la pensée écrite et la pensée imagée. Et voilà pourquoi la Confédération de l'Alliance des États du Sahel s'insurge. Qu'alors que nous, militants, activistes et intellectuels panafricanistes, utilisons les méthodes non violentes pour combattre la domination néocolonialiste et impérialiste sur notre continent, on nous oppose des méthodes violentes. Qu'est-ce qu'on nous oppose? Des sanctions, du harcèlement, et le deuxième paragraphe du communiqué décrit un peu certaines de ces sanctions. Rendez-vous compte pour le cas de Nathalie Yamb. Elle est une femme africaine de mère suisse et de père camerounais, Nathalie Yamb. C'est-à-dire que c'est une citoyenne suisse par la naissance. Elle n'a pas choisi. Sa mère est une femme blanche de Suisse. Donc Nathalie Yamb est chez elle en Suisse, au pays de sa mère, qui est aussi son pays par sa mère. Elle n'a pas été naturalisée. Elle est chez elle au Cameroun, le pays de son père. Chez elle en Afrique, le pays de son père. Nathalie Yamb veut partir du Cameroun pour aller au pays de sa mère, en Suisse. On sort des sanctions pour l'empêcher. Ça veut dire qu'on exile quelqu'un qui a utilisé quoi? La parole pensée, la parole parlée, la parole écrite et la parole imagée. On l'exile pour ça. Et on prétend être une civilisation d'état de droit. On prétend être une civilisation des droits de l'homme. On prétend être une civilisation des libertés fondamentales. Et on empêche quelqu'un qui n'a jamais utilisé que la parole pensée, la parole parlée, la parole écrite ou la parole imagée pour défendre les justes causes de son peuple. On vous a décrit ce qui lui arrive. Interdiction d'entrée et de transit, gel des avoirs, on arrache, on lui vole ses biens. Interdiction de survol des espaces aériens européens. C'est-à-dire qu'on veut même l'empêcher de traverser le ciel pour aller en Suisse. On lui dit, va en Suisse, mais ne passe pas par chez nous. Or, la Suisse est un État enclavé. Pour aller en Suisse, tu es obligé de passer par un pays européen. Tu ne peux pas entrer en Suisse sans passer par un pays européen. On dit non, aucun pays européen ne veut que tu sois dans un avion qui passe dans son ciel. Donc, tu es tout à fait suisse de naissance, mais tu ne peux pas aller là-bas. Tu es sorti, pouce déchiré, c'est fini. Tu ne dois plus rentrer. Vous voyez? On aurait pu promouvoir une anti-Nathalie Yamb ou plusieurs anti-Nathalie Yamb dans les médias français. Et il y en a. N'est-ce pas? Ce sont les Serge Daniel,
Ce sont les journalistes de Jeune Afrique, avec le mythomane de Marwan Ben Yamed. Ce sont les journalistes de TV5, les journalistes de France Télévisions. Ce sont les Wassim Nasr, etc. qui font ce travail de la parole pensée, la parole parlée, la parole imagée et la parole écrite, n'est-ce pas? On aurait pu se contenter de s'en tenir à cela. Non, on préfère compléter l'armature pour combattre ceux qui n'utilisent pourtant que les armes nobles de la parole pensée, de la parole parlée, de la parole écrite et de la parole imagée. On y ajoute la violence, la brutalité physique. Or, ce retour de la brutalité physique, ce maintien de la brutalité physique contre les Africains indique qu'on n'est pas sorti de la période négrière. On n'est pas sorti de la période coloniale. On n'est pas sorti de la période néocoloniale et de la période impérialiste. Car en effet, le rapport à l'Africain, durant toute cette tragédie, était un rapport de brutalité physique sauvage. On a décrété avec Colbert, au XVIIe siècle, que l'Africain était une marchandise. On est venu massacrer, exterminer, déporter, génocider des Africains pendant toute la période coloniale, à partir du XVIIIe siècle, jusqu'au XXe siècle. Jusqu'en 1980, les Portugais et les Britanniques, entre autres, essayaient encore de s'accrocher à certains territoires. Rendez-vous compte que les indépendances de pays comme le Zimbabwe, les indépendances de l'Angola sont arrivées à la fin des années 70, au début des années 80. Et les Occidentaux massacraient encore des Noirs pour leur imposer d'appartenir de force comme objet et comme sujet à leurs empires, à la fin des années 70. Donc cette brutalité qui est réservée aux activistes, aux militants, cette brutalité qui est réservée aux intellectuels panafricanistes, est tout simplement le maintien de la vieille brutalité négrière, la vieille brutalité coloniale, la vieille brutalité néocoloniale et impériale. Un deuxième exemple est cité, c'est l'arrestation illégale, la séquestration dans une caserne et la mort suspecte de l'activiste feu M. Alain Traoré dit Alino Faso en République de Côte d'Ivoire. Là, vous découvrez que le système de répression contre les Africains est relayé par les dictateurs africains. Et qu'en particulier, il y en a un qui est proactif dans cette répression contre les militants, les activistes et les intellectuels panafricanistes, c'est Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est responsable de l'assassinat, de l'emprisonnement arbitraire et de l'assassinat d'Alain Traoré, dit Alino Faso. Mais pourquoi Alassane Ouattara a-t-il assassiné notre frère Alain Traoré dit Alino Faso? Parce que Alain Traoré défendait les idéaux panafricanistes. Alain Traoré est mort en géol en Côte d'Ivoire parce qu'il se battait pour une Côte d'Ivoire africaine, un Burkina africain, une Afrique africaine. Alain Traoré fait partie des hommes et des femmes africains qui vivaient dans ce monde avec la conviction qu'il était hors de question que nous continuions d'être appauvris par des multinationales occidentales et moyen-orientales sur notre propre sol. Il était hors de question que nous continuions d'être militairement occupés par des puissances coloniales, négrières, néocoloniales sur notre propre sol. Il était hors de question que des révolutionnaires militaires comme les présidents Goïta, Tiani et Traoré soient confondus avec les révolutionnaires de palais néocolonialistes manipulés par la France-Afrique, comme le sont Oligui Nguema à la tête du Gabon ou Mamadi Doumbouya en Guinée-Conakry. Oui, Alino Traoré est mort parce qu'il a refusé de trahir la vérité, la justice et la solidarité africaine. C'est pour ça qu'il a été assassiné. Et je vous rappelle que ce qu'Alassane Dramane Ouattara a fait à Alino Traoré est exactement ce que les négriers, les colonialistes, les néocolonialistes et les impérialistes ont fait aux Africains depuis 600 ans. Au lieu de répondre à l'argument par l'argument, à la thèse par l'antithèse, au lieu de répondre à l'injonction par l'objection, au lieu de répondre à la parole pensée par la parole pensée, à la parole parlée par la parole parlée, à la parole écrite par la parole écrite, à la parole imagée par la parole imagée, ils ont répondu à la parole par la violence. Comme le disait le philosophe français Éric Weil, le contraire de la vérité, ce n'est pas le mensonge.
le contraire de la vérité, c'est la violence. C'est le refus de l'argument du face-à-face d'homme à homme. C'est le refus de la manifestation des faits. C'est le refus de l'incarnation de la justice dans le siècle. C'est cela qui est en réalité la violence. On prend un troisième groupe d'exemples. Des diverses mesures de harcèlement contre Dr Franklin Nyamsi, M. Kemi Seba, M. Ibrahima Maïga et d'autres panafricanistes, en République française ou ailleurs. Mais je voudrais m'arrêter ici sur les mesures de harcèlement contre moi. Je les connais très bien. Depuis 2021, dans ce pays d'où je vous parle, la France, on s'est permis de fermer à un moment donné arbitrairement tous mes comptes bancaires. Alors que je suis fonctionnaire de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur français, et que je dois percevoir ma solde, on m'a fermé tous mes comptes, de telle façon que je n'avais plus un compte bancaire pour recevoir ma solde de fonctionnaire. Ça, c'est ce qu'a fait M. Macron. C'est lui qui est responsable. C'est piloté par la cellule africaine de l'Élysée. On m'a fait ça. Depuis 2021, dans ce pays, quand j'entre, je suis mis en garde. Quand je sors de France à l'aéroport, je suis mis en garde à vue au poste de contrôle aux frontières. Au moins, dans les cas les plus gentils, ça fait 30 minutes. Parfois, j'ai été mis en garde à vue, mais avec la totalité de ma famille. On sort, on arrive au niveau du contrôle des passeports, ils prennent nos passeports, ils prennent mon passeport, ils m'installent dans une salle d'attente qui est en fait une salle de garde à vue, et ils reviennent 30, 40 minutes, parfois 1 heure après, au risque que je rate l'avion. Ce qui fait que je suis obligé, quand j'ai un avion, de venir à l'aéroport au moins 4 heures en avance. Puisque je sais qu'on peut me perdre, au minimum, on peut me perdre facilement 1 heure. Sans raison, aucun motif avancé. Sur cette affaire, avec mon avocat, Maître Ndjifutao Woshawo Aboubekr, nous avons porté plainte contre l'ancien ministre de l'Intérieur, Moussa Gérard Darmanin, actuel ministre de la Justice. Nous avons porté plainte pour demander qu'il explique pourquoi je suis l'objet de tracasseries à mon entrée et à ma sortie des aéroports en France. Pourquoi? Vous savez, la réponse qu'il a donnée à travers une des directions de son ministère, premièrement, il a demandé que mon avocat et moi-même, nous allions poser cette question à la direction des étrangers. Je suis citoyen français par naturalisation depuis 2002. Je demande pourquoi on me fouille, pourquoi on me harcèle, pourquoi on me retient, pourquoi on me met régulièrement en garde à vue, systématiquement en garde à vue. Quand j'entre et quand je sors de France, on me dit d'aller demander, poser la question à la direction des étrangers en France. Vous avez compris le message de Darmanin? Moussa Gérard Darmanin, descendant d'Algériens, il demande à Franklin Nyamsi, un fils de Camerounaises et de Camerounais, citoyen adoptif de France, il lui demande d'aller poser des questions à la direction des étrangers sur les raisons pour lesquelles il est maltraité. On pose la question à la direction des étrangers. Vous savez ce qu'ils ont fait? Mon avocat, Maître Ndjifutao Woshawo Aboubekr, a adressé un courrier recommandé à la direction des étrangers. Vous savez ce qui s'est fait? La direction des étrangers a refusé de recevoir le courrier. Non, ils ont refusé de recevoir le courrier. Ils ont rejeté le courrier que la Poste a déposé en recommandé. J'ai rejeté. Au point que la Poste a renvoyé à mon avocat le courrier qui avait été posté conformément à la loi, en recommandé. Ils ont fait ça. Ils ne se sont pas arrêtés là. Depuis 2021, ils sont venus dans mon travail de professeur agrégé du ministère français de l'Éducation nationale, me convoquer par pratiquement 4 fois, dont 2 fois en conseil de discipline. Un seul motif. Vous devez cesser vos critiques de la politique africaine de la France. La première fois, c'était en mai 2021. Le secrétaire général de l'Académie de Rouen, François Fauzel, me convoque dans son bureau et il me dit, Monsieur Nyamsi, on ne vous connaissait pas du tout. Votre casier, votre profil d'enseignant, votre dossier, il n'y a rien à signaler. Nous reconnaissons que vous êtes un excellent professeur de philosophie. Tous les rapports des inspecteurs et des chefs d'établissement où vous avez travaillé sont unanimes là-dessus.
Mais je tenais à vous dire que Paris nous a appelés pour nous demander de vous dire de cesser de critiquer la politique extérieure de la France. Parce que cela ne correspond pas à vos obligations de réserve en tant que fonctionnaire. J'ai dit, mais écoutez, il y a un petit problème. Moi, je suis fonctionnaire en France de l'éducation nationale, professeur agrégé, mais depuis 2003, depuis le 1er septembre 2003. Nous sommes en 2021. Ça fait 19 ans que j'enseigne la philosophie dans ce pays. Je l'ai enseigné dans des dizaines de lycées et je l'ai enseigné dans 5 universités. La philosophie, ici en France. J'ai écrit depuis pratiquement 25 ans plus de 40 ouvrages. J'ai écrit plus de 40 ouvrages. Quand j'étais citoyen sous le président Mitterrand, c'était même pas Mitterrand, sous le président Chirac, je n'ai jamais été convoqué. Pourtant, je publiais déjà mes livres et ma théorie critique de la France-Afrique était la base de ma contribution. Chirac s'en va, un nouveau président arrive. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Sous Nicolas Sarkozy, j'ai continué à publier, à écrire, à parler, à critiquer la domination. Je n'ai jamais été convoqué sous Nicolas Sarkozy. Sarkozy a fait ses 5 ans à la tête du pays, il est parti. François Hollande arrive à la tête de ce pays en 2012. Il va durer 5 ans à la tête du pays. Je publie pendant ces 5 ans 8 livres. Et entre-temps, je suis membre du Parti Socialiste. J'étais membre du Parti Socialiste, dans lequel je me battais pour le démantèlement du franc CFA, le retrait des troupes françaises d'Afrique, pour anticiper la colère inévitable des peuples africains, comme je le disais à mes camarades d'alors du Parti Socialiste. Mais je n'ai jamais été convoqué au rectorat de l'Académie de Rouen, où j'enseigne encore, à l'instant où je vous parle. Je n'ai jamais été convoqué pendant les 5 ans de mandat présidentiel de François Hollande. C'est en 2021, sous Emmanuel Macron, un président plus jeune que moi. Je suis de 72, il est de 77. Qu'on me trimballe pour me dire, moi, de fermer ma gueule. Parce qu'il y a M. Macron qui a décidé que votre parole, votre pensée, vos écrits et vos vidéos le gênent. Si vous ne fermez pas votre gueule, vous allez avoir des problèmes. Ma réponse a été ferme. J'ai dit depuis 2021, jamais, 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 je n'arrêterai d'exercer mes libertés de pensée, mes libertés de parole, mes libertés d'écriture et mes libertés de mouvement. Et j'ai continué de plus belle mon œuvre. Vous en êtes témoin. Depuis qu'on me persécute, est-ce que je parle moins? Je parle plus. Depuis qu'on me persécute, est-ce que j'affirme moins fermement, moins clairement mes thèses? Je les affirme fermement et encore plus clairement. Depuis qu'on me persécute, est-ce que j'ai abandonné la cause du peuple africain, la juste cause du peuple africain? Au contraire, je l'ai davantage embrassé. C'est ce que j'avais dit en 2021. Que moi, je fais partie d'une génération d'Africains qu'on ne soumet pas. Nous avons décidé de vivre et de mourir libres. Ils ne se sont pas arrêtés là. Monsieur Macron, incapable d'obtenir que mes collègues des syndicats de la commission de discipline votent ma radiation, Monsieur Macron a d'autorité décrété depuis Paris des coupures de ma paye sous forme de suspension de poste. Il m'a suspendu une fois pendant 2 jours, une autre fois pendant 3 mois, une autre fois pendant un demi-mois. Il m'a déjà pris au moins 6 mois entiers de salaire. Au moins 6 mois entiers de salaire. Et donc 6 mois de carrière qu'il a arraché. Quand dans cette période-là, j'ai appelé mes amis africaines et africains du monde entier à manifester leur solidarité envers leurs serviteurs, ils m'ont acheminé plus de 30 000 €
que j'ai récupéré via le compte d'une association qui avait été créée justement pour ces actions de solidarité, Cross Party pour Guillaume Soro. Vous savez ce que Macron a fait? Il a actionné le ministère de l'économie et des finances pour dire que le fait que j'ai récupéré les dons que vous m'avez donnés, c'est du vol. C'est un abus de biens sociaux, c'est un détournement. Le ministère de l'économie et des finances, à travers sa cellule Tracfin, a demandé à la justice à Rouen de me poursuivre parce que j'ai récupéré les dons que les Africains m'ont donnés. Et c'est cette affaire-là qui m'a valu, en raison de la manipulation de la justice par Macron, une condamnation à 3 années, 3 ans d'inéligibilité, comme si j'avais jamais voulu être élu à quoi que ce soit ici en France. Et soi-disant 10 000 € d'amende. Donc je dois prendre l'argent que les Africains m'ont donné pour faire face au désert auquel Macron m'a livré. Je dois le donner au Trésor public français pour plaire à Macron. Avec mes avocats, nous avons refusé ce verdict. Et l'affaire est convoquée en appel le 1er septembre prochain, ici à Rouen, à partir de 10h, 10h30, au tribunal de Rouen. Mais je vous rappelle que dans cette affaire, quand Macron a instrumentalisé le ministère de l'économie et des finances pour instrumentaliser la justice et puis me poursuivre, il y a une procureure ici à Rouen qui s'appelle Madame Corinne Gérard. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle avait classé le dossier sans suite. Elle dit parce que l'accusation était insuffisamment prouvée. Elle a classé le dossier sans suite. Et le code de la procédure pénale française dit que quand un procureur classe un dossier sans suite, personne ne peut relancer le dossier. Ils ont violé le code. Ils ont violé le code. En modifiant légèrement le motif d'accusation, une substitut du procureur, subalterne qui plus est, de Madame la procureure, Corinne Gérard, une substitute, 1 an plus tard, a réchauffé le dossier pour demander que je sois quand même jugé d'une affaire qui avait été classée sans suite. Parce que l'accusation n'était pas prouvée. Voilà ce que fait M. Macron. Donc, privation de salaire, harcèlement, tracasserie aux aéroports, y compris avec ma famille. Je suis sur écoute téléphonique sur tous mes appareils. Quand je suis en France, je suis au téléphone avec les RG français. Je les sens. Parfois, je les entends même déclencher l'enregistrement. Je suis sur écoute. Ils écoutent tout. Ils savent tout de ma vie. Ces gens-là. Mais Macron ne s'est pas arrêté là. Parce que je vous parle de ce qu'il nous fait. À moi et aux miens. Macron. Vous savez ce qu'il a fait au mois de septembre? Il a augmenté mes impôts de 150%. Mes impôts, mon impôt sur le revenu. Il l'a augmenté de 150%. C'est-à-dire qu'un impôt sur le revenu que je payais à environ 6 000, 7 000 € par an, avec les mêmes revenus, en septembre 2024, je reçois une lettre de redressement où l'administration des finances me demande de payer 13 000 €. 13 000 € de plus. Avec mon avocat, nous portons plainte contre cela. Le tribunal refuse de trancher l'affaire. Je refuse tout naturellement de payer. Vous savez ce que Macron a fait? Depuis le mois de mars, l'administration Macron coupe 60% de ma paye de professeur agrégé. J'ai continué à enseigner, à assurer mon service public d'enseignement. Mais depuis le mois de mars, ils prennent 60% de ma paye. Comme professeur agrégé, 10e échelon, il me reste à peine un échelon. Pour en avoir fini avec tous les échelons, je gagne environ 4 000 €. Environ 4 000 € par mois de salaire. Vous savez ce qu'ils font? Ils prennent 2 600 depuis le mois de mars. Ils me laissent, pour vivre avec ma famille, ils me laissent 1 500 €. Pendant que moi, j'assure la totalité du service public d'éducation nationale, Macron vole mon salaire, m'arrache mon salaire. C'est ce qu'il fait. Pour me punir, parce que je continue à défendre la cause panafricaine. Depuis le mois de mars, je vis avec 1 500 € de salaire. En février, ils m'avaient suspendu de fonction pendant 2 semaines. Donc, ils m'ont payé 800 € de salaire en février. Depuis mars, là, Macron me fait virer par le ministère de l'Éducation nationale
la somme de 1500 €. C'est presque le SMIC. Hein. C'est dans la zone du SMIC pour vivre. Imaginez la vie avec 1500 €. Avec une famille nombreuse. Imaginez la vie avec 1500 €. Ça, c'est ce que fait M. Emmanuel Macron, l'actuel président français. Tout est télécommandé directement par lui. Je vous dis toujours, et je le répéterai tous les jours, quoi qu'il m'arrive en France, ou où que ce soit dans le monde, il faudra en faire porter la responsabilité au président Macron. C'est lui qui me persécute. Son meilleur associé dans cette affaire, c'est Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien, venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, pour tenter de troubler l'Afrique. Le troisième dans l'ordre, c'est Biya qui m'empêche de rentrer dans mon pays. Biya qui m'a privé de mon passeport camerounais. Voilà la liste de mes persécuteurs. Que personne d'entre vous ne doute de quoi que ce soit. S'il y a un problème, ça vient dans l'ordre de Macron, de Ouattara ou de Biya. Voilà la réalité. Et il ne s'arrête pas à ça. Hein. Même le salaire avait déjà été réduit puisque j'avais mon service dans les classes préparatoires et terminales des lycées et dans le premier cycle de l'université. Mon service était partagé comme ça. Depuis 2021, il m'a enlevé mon service en université. Il m'a enlevé mon service en université, faisant chuter à l'époque mes revenus de 40%. C'est ce que fait M. Macron. C'est ce qu'il fait. Et quand le Mali, le Burkina Faso disent qu'il y a harcèlement, il faut que vous sachiez que ce harcèlement, ce n'est pas simplement des mots. Ce sont des actes. Ce sont des actes. Alors, je donne ce témoignage avec tous ces détails pour que vous vous rendiez compte. J'ai au moins 4 procès sur le dos. Il ne s'est pas arrêté là. Il a actionné son ancien ambassadeur au Niger, Sylvain Ité, pour me porter plainte au motif que je l'aurais diffamé. Sylvain Ité qui a dit que l'eau du Niger appartient à l'Union européenne. Ce monsieur-là, que nous avons donc contredit par la parole critique, par la parole parlée, est allé porter plainte en se disant la justice aux ordres de Macron va pouvoir frapper le Niamsi. L'affaire est au tribunal. Elle est convoquée pour le 7 mai 2026. Moi, j'ai porté 3 plaintes. 3 plaintes contre l'État, contre le gouvernement français. Là. Les plaintes que j'ai portées, on ne programme pas l'examen de l'affaire. Les plaintes qu'eux, ils me portent, ils se précipitent pour programmer l'examen des affaires. Je dois vous dire que je n'aurais pas tenu bon sans le soutien intrépide du peuple africain et notamment dans ce peuple du collectif d'avocats. Ils sont maintenant une dizaine, dirigés par Maître Ndjifouta Woshawa Aboubekar. Si nous n'avions pas été capables de mener sur le terrain du droit, face à face, la bataille de la démonstration, de l'incongruité, des choses qui nous sont faites. Peut-être que déjà, une opération homo, comme ils savent les faire dans les renseignements généraux français, aurait déjà été faite contre moi. Parce que je suis à leur merci. Je vis en France. J'y ai une partie de mon patrimoine et une partie de ma famille qui est d'origine française, d'origine citoyenne française. Ils le savent. Je ne peux pas abandonner les miens. Je ne peux pas abandonner un patrimoine que j'ai gagné à la sueur de mon front. D'accord? Ça, ils le savent. Et ils l'utilisent pour me persécuter. Ils l'utilisent pour me persécuter. Il ne faudrait pas que j'oublie une autre manœuvre dont ils ont été capables. Alors, quand mon précédent passeport, mon passeport français, puisque je n'en ai pas d'autre, le Cameroun, mon pays natal, ayant refusé de me renouveler mon passeport. Quand mon précédent passeport français était périmé et que j'ai demandé le renouvellement, ils l'ont renouvelé conformément à la loi. Mais un préfet a confisqué mon passeport pendant 4 mois. Mon passeport avait été renouvelé depuis le 12 juillet, il était prêt. Je suis allé à la mairie de Mont-Saint-Aignan demander qu'on me remette mon passeport. Ils m'ont dit, on ne nous a pas encore remis votre passeport. Votre passeport est à la préfecture d'Alençon. Donc le préfet d'Alençon, sur ordre de Macron, s'est assis sur mon passeport pendant 4 mois.
Il a fallu une plainte de mes avocats pour que ce passeport soit donné, qui est un droit. Puisque sinon, à ce moment-là, je me retrouve apatride. Je me retrouvais apatride puisque j'ai demandé le renouvellement de mon passeport camerounais. Biya a dit que tant que je ne lui fais pas allégeance, il ne donne pas. Puisque le Cameroun prétend qu'il lui appartient. Je veux demander le renouvellement de mon passeport français. On a bloqué pendant 4 mois. Je me suis retrouvé donc sans, pendant pratiquement 4 mois, je n'avais pas de pièce d'identité. Je n'avais pas de pièce d'identité valable. Je n'avais pas de passeport. Je n'avais pas de carte d'identité valable. Je n'avais pas de passeport camerounais. Je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais pas sortir de France. En fait, ils m'ont emprisonné pendant 4 mois et demi ici. En 2023. Voilà des choses qu'ils font. Donc, quand on vous dit que nous sommes harcelés là, ce n'est pas une blague. Maintenant, j'ai d'autres témoins pour une autre fois. Chaque fois que je vais en Afrique, ils essayent de mettre en mission des délégations de la DGSE pour me traquer dans les avions. Là, j'ai 3 témoins qui ont vécu la scène en direct. Cette année-ci, dans un avion d'Ethiopian Airlines, au départ de Niamey, pour rentrer à Paris, via Addis Abeba. Des espions de la DGSE, une fois que j'entre dans l'avion et que je m'assois à ma place, viennent s'asseoir en cercle autour de moi. Heureusement que mes compagnons ont reconnu ces individus que nous avions déjà vus dans l'hôtel où nous étions logés à Niamey, qui venaient rôder autour de nous chaque fois que nous allions à la brasserie, quand nous allions au bar de l'hôtel. Heureusement que certains de mes compagnons les ont reconnus et sont venus me dire « Prof, tu es encerclé, il faut que tu changes de place. » Je ne voulais pas parce que moi, je n'aime pas qu'on me perturbe sans motif. Mais en effet, en regardant bien les individus qui, tout d'un coup, étaient venus s'asseoir autour de moi en cercle. Je vous rappelle que l'avion était vide. L'avion était vide. Il n'était pas entièrement plein. Donc, chacun pouvait s'asseoir où il veut. Ces gens-là, tous les 4 sont venus s'asseoir, l'un devant moi, l'un à ma gauche, l'un à ma droite et l'autre derrière. Maître Ndjifutao Woshawa Aboubek, mon avocat. Maître Alexis Iwou, mon avocat. Maître Sylvain Senda, mon avocat. Pourront témoigner. Ils étaient dans cet avion et ils ont témoigné. Ce sont eux qui m'ont sauvé la vie ce jour-là. Parce que j'aurais pu ne pas être vigilant, considérer que c'était juste des clients de l'avion qui s'étaient assis. Quand ils m'ont extirpé et que nous avons examiné en effet les individus, nous nous sommes rendus compte qu'ils nous suivaient depuis l'hôtel à Niamey. Et quand nous avons consulté les autorités nigériennes pour qu'elles retrouvent l'identité de ces individus, on s'est rendu compte que ces gens-là avaient réussi à entrer au Niger avec des fausses identités. Vous savez, dans l'avion, ils faisaient semblant d'être anglophones. Alors que nous, on les avait vus en train de parler français à l'hôtel là-bas. Dans l'avion, quand ils sont assis autour de moi, ils sont tous mis à parler anglais. Pour que je pense vraiment que c'est des gens d'un autre monde. C'était des Français. Leur anglais était transparent comme celui de Ouattara Draman. À peine avait-il fait 3 phrases que j'ai senti que je n'avais pas affaire à des gens naturels. Donc, ils vont jusqu'à nous traquer à l'extérieur. Ils vont jusqu'à nous pourchasser à l'extérieur, dans l'espoir de trouver une faille pour nous frapper. Donc, quand on vous dit les diverses mesures de harcèlement contre le docteur Franklin Nyamsi, ce n'est pas le harcèlement de bouche. Hein. Vous comprenez? Ce sont des actes qui sont posés. Ce n'est pas du harcèlement de bouche. Vous avez vu ce qui arrive à Nathalie Yam. Ce n'est pas du harcèlement de bouche. Vous avez vu Kemi Seba ici. Ce n'est pas du harcèlement de bouche. Hein. Ce sont des actes qui sont posés. Nous utilisons la pensée parlée. La pensée pensée. La pensée écrite et la pensée imagée. Eux, ils utilisent la violence. Eux, ils instrumentalisent la justice. Et c'est ce que dit le communiqué. Ces actes illégaux et inhumains constituent une atteinte grave aux libertés fondamentales et aux droits inaliénables et imprescriptibles de la personne humaine, en l'occurrence la liberté d'expression, la liberté d'opinion, le droit à la vie et le droit à l'intégrité physique. Ils violent de surcroît les principes même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ça, c'est le 3e grand paragraphe du communiqué de la Confédération des États du Sahel. Ce 3e paragraphe rappelle les gouvernements français, européens, occidentaux à la contradiction avec les principes
généreux, pompeux, qu'ils se complaisent à énoncer dans leur discours. Contradiction avec les soi-disant principes des droits de l'homme qu'ils proclament du bout des lèvres comme étant sacro-saints et qu'ils piétinent de façon exemplaire lorsqu'ils doivent s'attaquer aux militants, aux activistes et aux intellectuels panafricanistes. Est-ce que c'est clair? C'est un paragraphe qui est consacré à leur dire « Vous êtes aux antipodes de votre propre morale. Votre propre droit international, c'est vous qui êtes les premiers à cracher dessus. Vos propres droits de l'homme, c'est vous qui êtes les premiers à les mépriser. Nous n'y croyons plus, nous n'y croyons pas. Pourquoi? Parce que vous êtes les premiers à les piétiner. » Voilà le sens du paragraphe. Et là, il faut rappeler que pour ce qui est des droits de l'homme, les Africains les ont proclamés avant l'Occident. Que ce soit la table de la Mahat avec ses 42 lois, ou que ce soit le texte de 1236, eh bien, la charte du Mandé Kanlikan, les Africains ont plusieurs fois eu l'occasion de proclamer les droits de la personne humaine, la sacralité et l'inviolabilité de la personne humaine. Alors, ce qui leur est rappelé là, c'est qu'en plus, on n'a même pas besoin de vous pour savoir ce à quoi nous avons droit. Nous le savons longtemps avant vous. 4e paragraphe. Ces sanctions présentées sous le prétexte fallacieux de la lutte contre une prétendue influence extérieure et ces actes ignobles ne sont en réalité qu'une tentative de museler les voix africaines qui revendiquent la fin du néocolonialisme et la construction d'un ordre international plus juste et équitable. Que dit ce 4e paragraphe? Il dit que la pseudo-explication donnée par l'administration Macron, le gouvernement français et beaucoup de gouvernements européens pour expliquer l'activité des activistes, des militants et des intellectuels panafricanistes, c'est de dire que nous sommes à la solde de la Russie. C'est de dire que nous sommes à la solde de Pékin. Nous sommes à la solde, je ne sais pas, du Venezuela, à la solde de l'Iran, bref, à la solde de tout ce qui résiste à la domination de l'Occident. Or, le communiqué de l'Alliance des États du Sahel dit que c'est faux. Parce que les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel nous connaissent. Ils savent qui sont les militants, les activistes et les intellectuels panafricanistes. Ils savent que notre engagement est sincère, libre, volontaire, spontané, naturel. Nous n'avons pas commencé à dénoncer le néocolonialisme, le colonialisme et l'impérialisme avec la naissance de l'Alliance des États du Sahel. Pour ma part, mon engagement date de mes 18 ans dans mon pays natal, le Cameroun. Lorsque je deviens militant de base, je n'ai pas dit dirigeant, militant de base du Parlement des étudiants camerounais. C'est là, à 18 ans, que j'ai commencé véritablement l'action politique. Au fur et à mesure que je croissais dans la maîtrise de mon corps disciplinaire, les sciences humaines, et en particulier la philosophie, j'ai élevé mon niveau d'action politique, jusqu'au niveau où il se trouve actuellement, à la tête de l'Institut de l'Afrique des libertés et du mouvement des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Ce n'est pas Vladimir Poutine, ce ne sont pas les Russes qui m'ont appris à défendre la cause de la liberté de l'homme, de la femme africaine. Je suis investi dans cette cause depuis mes 18 ans. La Russie actuelle n'existait même pas encore. Que j'étais déjà investi dans cette cause. Ce qui existait, c'était l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et je n'ai pas eu besoin d'être téléguidé par qui que ce soit pour penser. L'insulte qui est souvent faite aux militants, aux activistes, aux intellectuels panafricanistes par les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux, c'est que nous serions des relais de Moscou. Ce n'est pas vrai. Ils ont accès à toutes mes machines. Hein? La DGSE, les espions, eh bien, français ont accès à toutes mes machines ici. Quand j'étais de retour du Mali l'autre jour, ils ont arraché tous mes téléphones. Ils sont allés dans une pièce avec mes téléphones pour les scanner. Je les mets au défi de trouver la moindre injonction venue de la Fédération de Russie. Je les mets au défi de trouver le financement d'une opération de communication par la Fédération de Russie. Pour ma part, en ce qui me concerne, je les mets au défi. Je les ai toujours mis au défi. J'ai toujours dit que tant que
je suis enseignant de la fonction publique enseignante en France, je n'accepterai pas un contrat avec une puissance étrangère. Je dis bien un contrat. C'est hors de question. Mais j'exercerai ma liberté d'expression. Je pourrai passer tous les contrats que je veux quand je ne serai plus professeur de l'enseignement français. Je serai libre de passer tous les contrats que je veux. Et là-dessus, je n'ai aucune leçon de morale à recevoir de qui que ce soit. Quand Nicolas Sarkozy gagnait beaucoup d'argent en Russie, on ne lui a pas dit de ne pas aller. Quand François Fillon gagnait beaucoup d'argent en Russie, on ne lui a pas dit de ne pas aller. Ils sont nombreux ici. Des groupes comme Carrefour, des groupes comme Leroy Merlin, qui se sont fait des milliards de dollars en Russie. Personne ne leur a dit de rembourser. Personne ne peut dicter à un Africain de ma trempe et de ma génération ses relations internationales. Je saurais tirer toutes les bonnes conséquences pour assumer entièrement ma liberté d'action stratégique et ma liberté de citoyen, d'intellectuel et de philosophe. Mais je sais à quel moment je fais mes choses. Car je décide en âme et conscience, je parle et je m'assois dessus. Comme dit la langue bassa bantou de mes ancêtres, quand je parle, je m'assois dessus. Parce que je sais sur quoi je compte. Donc, le 4e paragraphe du communiqué de l'AES conjure, disqualifie l'accusation de la manipulation par la Russie. Parce que cette accusation est même souvent opposée au président du Mali, au président du Burkina Faso, au président du Niger. Nous nous en fichons comme de l'an 40. Des jugements que les gens portent sur nos relations internationales. Car de toutes les façons, nos relations internationales sont déterminées par notre souveraineté, par notre liberté de choix stratégique. Elles sont déterminées par la défense de nos intérêts vitaux. Ont répondu les dirigeants de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et c'est cette réponse que donnent les militants, les activistes et les intellectuels panafricanistes. Nous n'avons pas de maître dans ce monde. Nous sommes les maîtres de notre propre destin. Écrivez ça. Écrivez. Personne ne nous dicte rien. Moscou, Washington, Pékin, Ankara, Berlin, Paris, personne ne nous dicte rien. Nous, les panafricanistes. Personne. Que la souveraineté africaine soit, dû le monde en périr. Fiat souverainitas, periat mundus. Faut-il vous le dire en latin? Et on passe maintenant au paragraphe suivant de cette immense université de sciences politiques qu'est ce communiqué. C'est le 5e paragraphe. En conséquence, alors là, ce sont les conséquences. Il y a 5 conséquences qui ont été tirées par les États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Des conséquences puissantes. Premièrement, tout en présentant leurs condoléances émues à la famille et aux proches de feu M. Alain Christian Traoré, dit Alino Faso, ainsi qu'à tous ceux qui partagent son combat, les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel exigent des autorités ivoiriennes une enquête transparente et diligente pour faire toute la lumière sur les circonstances très troubles de sa mort tragique, afin que les auteurs, co-auteurs et complices de sa disparition répondent de leurs actes. Globalement, ça veut dire que Alassane Dramane Ouattara doit être amené au tribunal, puisque c'est lui qui a assassiné Alino Faso. C'est Alassane Ouattara qui a fait arrêter Alino Faso. Alino Faso est mort des suites de l'arrestation ordonnée par Ouattara. Ouattara est coupable de l'assassinat d'Alino Faso. Cette première conséquence tirée par l'AES signifie Alassane Ouattara, arrestation, tribunal, condamnation, prison. Alassane Ouattara mérite la prison à perpétuité. Pour tous les crimes qu'il a commis, en plus celui-là. Ça, c'est la conséquence numéro 1. On doit arrêter Alassane Ouattara, on doit le juger, le condamner, l'emprisonner. Parce que c'est lui qui a tué Alino Faso. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. Cette conséquence-là veut dire qu'il faut qu'on arrête Ouattara. Puisqu'on demande de chercher qui? Il s'agit d'arrêter les auteurs, co-auteurs et complices, n'est-ce pas? Auteurs, co-auteurs et complices. Mais qui est l'auteur de l'arrestation? Qui est l'auteur de l'arrestation d'Alino Faso? C'est Alassane Ouattara. Puisque c'est lui le meilleur dans son système. Personne ne peut prendre une telle décision en Côte d'Ivoire sans l'approbation d'Alassane Ouattara. C'est lui. C'est lui-même qui dit les peines que les juges doivent prononcer.
Souvenez-vous, il avait annoncé que Guillaume Soro devrait prendre 20 ans. Que toute personne qui le conteste doit prendre 20 ans. Il avait annoncé. Et l'année d'après, il a ordonné à ses procuraillons, à ses jugeaillons, d'appliquer 20 ans, 20 ans, 20 ans à tout le monde. C'est Ouattara qui fait les peines de ceux qui contestent sa lignée politique en Côte d'Ivoire. Donc c'est lui le coupable. Il faut donc que le peuple africain de Côte d'Ivoire sache que Alassane Ouattara doit être arrêté, il doit être jugé, il doit être condamné, il doit être incarcéré jusqu'à la fin de ses jours pour ce qu'il a fait. C'est ce qui est dit là. Ça ne signifie pas autre chose. Ok. Deuxième conséquence. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel expriment leur solidarité avec Madame Nathalie Yam, Docteur Franklin Yamsi, Monsieur Kemi Seba, Monsieur Ibrahima Maïga et tous les panafricanistes persécutés. J'insiste beaucoup sur « et tous les panafricanistes persécutés ». J'insiste beaucoup sur « et tous les panafricanistes persécutés ». Parce que nous ne sommes pas les seuls à être persécutés. Plusieurs de nos frères et sœurs, dans plusieurs pays, dans plusieurs diasporas, subissent, certes, d'une manière moins massive que les principaux qui ont été cités, des harcèlements, des persécutions de toutes sortes. Certains n'ont même pas simplement le moyen d'exprimer ce qu'ils subissent. Donc, je voudrais saluer la sagesse des dirigeants de l'AES d'avoir englobé tous les panafricanistes. Parce que l'être humain aime que sa douleur personnelle et singulière soit reconnue. Quand sa douleur personnelle et singulière n'est pas reconnue, il a l'impression qu'elle s'aggrave. Et elle s'aggrave sous la forme de l'aigreur. Un sentiment très proche du goumen-goumen. Donc, il faut que nos frères et sœurs, activistes, militants, panafricanistes, sachent que ce communiqué est pour nous tous. Il est pour nous tous. Ce n'est pas parce qu'on a cité nos noms que eux, ils ne sont pas cités. On dit, et tous les panafricanistes persécutés. Et tout. J'insiste beaucoup là-dessus. Solidarité à tous. Dont le courage et l'engagement incarnent la volonté des peuples africains de recouvrer pleinement leur souveraineté. Le courage et l'engagement. Là, il y a une deuxième condition très intéressante pour bénéficier de la solidarité de l'AES. C'est la condition du courage et de l'engagement. On peut être un panafricaniste persécuté et ne pas faire preuve de courage. Il va être difficile qu'on vous soutienne si vous n'êtes pas courageux. Si vous changez d'avis à la première souffrance, c'est difficile de vous soutenir parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser avec vous. Vous devez donc être courageux. Nous devons être courageux. Le deuxième élément, c'est l'engagement. Pour qu'un panafricaniste persécuté soit soutenu, il faut qu'il soit courageux et engagé. L'engagement signifie une discipline et une cohérence. La discipline, pour un panafricaniste persécuté, consiste à ne jamais tirer sur ses frères. Je recommence. Parce qu'il y a un problème là, chez certains de nos activistes, de nos militants et de nos intellectuels panafricanistes. Certains se spécialisent essentiellement dans l'art de traquer les autres. Certains se spécialisent dans l'art de tirer, ce qu'on appelle des crossfire, contre les autres. Certains se spécialisent dans l'art de dénigrer certains dirigeants en magnifiant d'autres. Alors que les dirigeants qu'ils magnifient sont tous rassemblés par l'idéal panafricaniste. Et il y a des panafricanistes là, ils se lèvent le matin, ils tapent sur le président Goïta. Ils louent le président Traoré, ils louent le président Tchani. Et ils s'attendent à ce que son nom soit dans le communiqué de la Confédération. Vous avez un petit problème de logique et de discipline intellectuelle, morale et idéologique. Donc, s'il y a des noms qui manquent là, ça peut être aussi pour ça. Le manque de sérieux dans l'engagement. Le panafricanisme soupe au lait. Tu te lèves le matin, sans une analyse approfondie d'une situation, tu flagelles un authentique dirigeant panafricaniste. Sans même des preuves tangibles de ce que tu dis, tu le flagelles.
Et puis le lendemain, tu veux que lui te soit solidaire. C'est pas possible. C'est un paragraphe très important, la deuxième conséquence. Le soutien est à tous les panafricanistes persécutés. Mais il est ajouté dont le courage et l'engagement incarnent la volonté africaine de recouvrir pleinement leur souveraineté. Donc il ne faut pas que vous soyez cyclotimiques, des individus cyclotimiques. Si vous êtes militant, activiste et intellectuel panafricaniste, soyez disciplinés dans le combat. Soyez droit dans vos bottes, quels que soient les vents qui soufflent. Ne soyez pas dans un panafricanisme à géométrie variable. Ne soyez pas dans un panafricanisme du crossfire, un panafricanisme de la bonne ou de la mauvaise humeur. Ah, mon nom n'est pas sorti, ah, donc c'est pas le vrai panafricanisme. Il faut te demander si toi-même, tous les jours, là, quand tu te lèves, tu es en ordre dans ta tête. C'est un communiqué qui est très riche. Hein. Il y a même une école, là. C'est un enseignement pour tous ceux qui disent qu'ils sont panafricanistes. Il y a une discipline. Hein. Quand vous dites que vous êtes panafricaniste, vous devez savoir établir la grille de lecture qu'on appelle la distinction entre les contradictions principales et les contradictions secondaires. Si vous mettez les contradictions secondaires en avant par rapport aux contradictions principales, ne vous étonnez pas qu'on ne vous fasse pas confiance. Oui, on ne va pas vous faire confiance parce que vous n'êtes pas à la hauteur d'incarner, de diriger, d'encadrer la lutte, puisque vous êtes sous-polaire. Du jour au lendemain, vous passez d'une opinion à tout son contraire. Du jour au lendemain, vous faites une philippique, vous chargez à gauche et à droite. Il y en a même qui, parmi nos camarades, militants, activistes, intellectuels panafricanistes, commencent un enseignement, commencent une conférence sur un ton conciliant, un ton de dialogue, un ton d'enseignement, un ton d'argumentation et d'encouragement, et la finissent par des injures contre leurs camarades. C'est quoi ça? C'est quel panafricanisme sous-polaire? C'est quel panafricanisme cyclotimique volatile? C'est quel panafricanisme bipolaire, multipolaire et même crapulaire? C'est cela qui est souligné ici avec sagesse et finesse par le communiqué des ministres de la justice de l'AES. Soyons courageux et engagés, c'est-à-dire constants, persévérants. Soyons fermes. Soyons disciplinés dans notre engagement. C'est cela qui va générer de la confiance en nous et de la confiance autour de nous. Mais si nous ne sommes pas disciplinés, si nous ne sommes pas persévérants, si nous ne sommes pas perspicaces, si nous ne sommes pas endurants, si à la moindre difficulté, nous partons dans tous les sens, si à la moindre frustration, nous partons dans tous les sens, mais nous n'aurons pas la confiance des peuples africains d'abord, et des leaders politiques qui exercent le pouvoir en Afrique et qui l'exercent dans le cadre de l'idéologie panafricaniste. Il faut que tous les militants, tous les activistes, tous les intellectuels panafricanistes méditent énormément la conséquence numéro 2. La conséquence numéro 2 du communiqué. Ça s'adresse à nous. Soyons courageux, soyons engagés et incarnons la volonté du peuple. Restons fidèles à l'idéal de la souveraineté. Dans ces conditions, nous sommes sûrs que les gouvernements de l'Alliance des États du Sahel et les peuples éveillés du Sahel sont notre bouclier. Voilà. En outre, il demande aux autorités françaises de respecter les valeurs et principes qu'elles ne cessent d'instrumentaliser pour déstabiliser l'AES. Ça, c'est très intéressant. L'AES demande aux autorités françaises de respecter leurs soi-disant droits de l'homme. Ces droits de l'homme qu'on utilise tout le temps sur RFI, France 24, Jeune Afrique, TV5, pour accuser le Mali, le Burkina et le Niger de tous les péchés d'Israël. L'AES demande à la France de les respecter un peu et de cesser de persécuter les intellectuels, les militants, les activistes panafricanistes dont le seul péché, c'est de penser de façon critique, de parler de façon critique, d'écrire de façon critique et d'imager de façon critique. Nous sommes des acteurs de la parole. Un pays qui se proclame patrie des droits de l'homme, qui dit son amour pour les Lumières, son amour pour Voltaire, son amour pour Beaumarchais, son amour pour Victor Hugo et ses contemplations, son amour pour Jean-Paul Sartre, un pays qui revendique avec
fierté, René Descartes, comme la grande lumière de son XVIIe siècle, ne peut pas persécuter un philosophe, à moins que ce pays ne soit plus ce pays, comme on le voit. Donc, une fois de plus, la deuxième conséquence consiste vraiment à demander aux panafricanistes que nous sommes de faire preuve de discipline, d'abnégation et de persévérance, et de demander au néocolonialisme français de se rendre compte que le temps de la persécution, le temps de la domination par l'intimidation, ce temps-là est passé. Troisième conséquence, les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme. Alors, non, je voudrais insister toujours sur quelque chose qu'elle ne cesse d'instrumentaliser pour déstabiliser l'AES. L'expression déstabiliser l'AES, là, je ne voudrais pas la passer avant d'aller à la troisième conséquence. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a un gisement là-dedans. À quoi renvoie l'expression déstabiliser l'AES? C'est l'ensemble des tentatives de coup d'État qui sont organisées par les néocolonialistes français, leurs appuis de la CEDEAO et les groupes armés terroristes contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces derniers temps, des révélations croustillantes en ce sens ont été faites, non seulement par les renseignements officiels américains, mais par les renseignements officiels russes et par les autorités sahéliennes elles-mêmes. On sait qui déstabilise le Sahel et pourquoi. Depuis le saccage de la Libye en 2011 par l'OTAN, la déstabilisation, c'est la méthode de l'ordre par le chaos qui est imposée aux Africains pour pouvoir continuer à voler leurs richesses. C'est très clair pour tout le monde. Il n'y a pas de guerre religieuse en Afrique. C'est une tentative de recolonisation impérialiste. Ce que nous avons appelé, dans notre livre phare que vous connaissez, l'impérial terrorisme. L'impérial terrorisme. Tout le monde sait que c'est ça. N'est-ce pas? Mais les ministres de la Justice, en parlant de déstabilisation, veulent faire allusion à la dernière tentative de coup d'État qui a eu lieu au début du mois d'août au Mali et où a été arrêté un lieutenant-colonel de la Direction générale des services extérieurs française. Vous comprenez? C'est une manière de leur dire, pendant que vous vous plaignez, que nous ayons arrêté un officier qui s'était associé à des officiers de l'armée malienne pour nous renverser, donc pour nous déstabiliser, vous vous plaignez qu'on l'ait arrêté. Alors que nous l'avons arrêté en flagrant délit de déstabilisation. Mais laissez ceux-là même qui ne vous ont pas déstabilisé. Franklin Nyamsi, Nathalie Yam, Kémy Seba, ou qui que ce soit d'autre, Alain Alino Faso, ils n'ont pas fait de tentatives de coup d'État en France. Je ne suis pas coupable d'une tentative de coup d'État en France. Je ne veux pas prendre le pouvoir en France. Je ne cherche pas le pouvoir en France. Je ne suis pas intéressé par une carrière politique en France. Même quand j'étais militant du Parti socialiste français avant ma démission, j'ai refusé. J'ai refusé d'être inscrit dans les projets électoraux. Je ne voulais pas être, j'ai jamais voulu être même conseiller municipal en France. Non pas parce que ce ne soit pas intéressant, mais parce que mon centre d'activité en tant qu'intellectuel est demeuré, malgré tout, l'Afrique. Je crois que je dois à l'Afrique de lui apporter le meilleur de moi-même. Alors, on ne peut pas nous traiter, nous, comme des putschistes. Nous, on n'est quand même pas le lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vézilier, qui lui a été pris en train de préparer un coup d'État avec des officiers et des militaires maliens. Nous, on n'a préparé aucun coup d'État et on nous traite pareil. C'est quoi? C'est bizarre ça, non? Bon. Maintenant, quatrième condition, les ministres chargés, quatrième conséquence, les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération AES réaffirment leur soutien indéfectible à tous les militants panafricanistes qui, en Afrique et dans la diaspora, se battent pour l'émancipation totale du continent. Je crois que cette quatrième conséquence est une manière de bien rappeler à tout le monde qu'on ne pouvait pas commencer, si on voulait faire une liste exhaustive, il y aurait toujours quelqu'un qui se plaindrait de ne pas voir son nom. C'est vraiment une manière de dire, ce communiqué affirme la solidarité de la puissance confédérale à tous les activistes militants et intellectuels panafricanistes. Quelqu'un qui a lu ce communiqué et qui n'a pas vu son nom, quoi qu'il se représente comme un très grand activiste intellectuel ou militant panafricaniste, il trouverait un baume au cœur. On a dit tout le monde. On n'a pas dit Nathalie Yam, Nyamsi, Kémy Seba, Alino Faso seulement. Ou Ibrahim Maïga. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On dit tout le monde. On est ensemble. Ceux qui se sentent frustrés là, j'en ai vu qui ont commencé à pleurnicher sur leur page.
venez, écrivez, dites que vous vous sentez, je vous inviterai sur ma page à venir parler, que vous vous sentez concerné et que vraiment, moi je vous dis que, supposez que votre nom est dans mon nom. Dans le communiqué là, mettez votre nom à côté de mon nom. Je me fais votre ambassadeur. Celui qui veut que son nom soit cité dans le communiqué, il me voit. Moi-même, je vais proclamer son nom. Hein? Parce que j'ai vu que certains avaient commencé à pleurnicher, comme des gamins à qui on a refusé un pain au chocolat à la récré ou bien au petit déjeuner. C'est pas bien. C'est pas un bon comportement. Venez me voir. Si vous avez envie d'un peu plus de reconnaissance, c'est humain. Moi-même, je vais citer vos noms. Je vais dire, ah, mon frère Intel se plaint qu'on ne l'a pas cité. Moi, je le cite et je dis aux autorités, vraiment, lui aussi, c'est un activiste, c'est un panafricaniste. Donc, comme vous avez dit, tous les activistes panafricains, lui aussi est dedans. Hein? En tout cas, la conséquence 4, là, c'est le baume au cœur pour tout le monde. Il ne faut pas fâcher. Tout le monde est dedans. Bon. 5e conséquence. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération appellent les organisations et les peuples africains à renforcer leur unité et leur solidarité face aux tentatives extérieures d'intimidation et de répression. Donc ça, c'est une adresse à l'Union africaine. C'est une adresse à toutes les organisations internationales africaines pour demander de changer, de quitter de la servilité, de quitter de la lâcheté, de quitter de cette espèce de timidité stupide qui les habite, de quitter de l'aliénation, de retrouver un peu de fierté, un peu d'honneur, un peu de dignité et de ne pas laisser la persécution des populations africaines partout dans le monde passer par perte et profit. C'est vraiment un appel à la dignité des organisations politiques continentales. La 5e conséquence. C'est sur ces entrefaites que le communiqué conclut par le dernier paragraphe. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel rappellent enfin que les tentatives d'intimidation et de répression extérieure ne feront que renforcer la détermination des peuples africains à bâtir une Afrique souveraine, unie et respectée dans le concert des nations. C'est exactement ce pourquoi nous nous battons. Une Afrique souveraine, unie et respectée dans le concert des nations. C'est ce qui unit les militants, les activistes, les intellectuels panafricanistes et les leaders et les peuples de l'Alliance des États du Sahel et tous les peuples africains en lutte. Ce communiqué a été fait à Bamako, donc le 25 août 2025, et il a été signé pour les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, sous la présidence du président Assimi Goïta, actuel président en exercice de la Confédération. Le communiqué a été signé par M. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux de la République du Mali. Qu'il soit salué avec déférence, Excellence, Monsieur le Ministre, et vous, hautes autorités, nous vous en savons infiniment gré. Mes chers amis, voilà l'économie du communiqué qui a été dédié à la solidarité et à la reconnaissance des militants, des activistes, des intellectuels panafricanistes que nous sommes. Puisse ce communiqué figurer parmi les archives, les annales de la grande histoire africaine. Puisse ce communiqué servir de base pour la formation à la solidarité africaine dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités africaines. Puisse ce communiqué montrer la voie aux dirigeants les plus lâches du continent africain actuel pour qu'ils sortent de la posture honteuse, qu'ils arrêtent de raser les murs devant le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et moyen-oriental et assument la tâche de libération. Ce communiqué est la preuve, s'il en était encore besoin, qu'il est vraiment difficile d'être prophète chez soi. Rendez-vous compte, moi, fils natif du Cameroun, c'est au cœur de l'Alliance des États du Sahel que 3 États rassemblés en un seul communiqué confédéral affirment à la face du monde que mon engagement est utile pour toutes les Africaines et pour tous les Africains
y compris pour les populations de mon pays natal, le Cameroun. J'ai ressenti à la fois de la fierté et de la honte. De la fierté parce que les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes nous montrent comment il faudra gouverner, s'il nous est accordé de gouverner. Elles nous montrent qu'on ne doit pas perdre confiance en l'Afrique. Car il y a encore de véritables Africains, comme le sont les leaders de l'AES et leurs compagnons. C'est là la fierté. L'Afrique n'est pas perdue. L'Afrique n'est pas finie. Les voix qui parlent pour l'Afrique sont de retour au firmament du continent. Mais de l'autre côté, c'est la honte. C'est ma honte, moi, personnellement. Ma honte d'être Camerounais en ce siècle. D'avoir à la tête de mon pays l'un des pires dictateurs du continent. L'un des pires ennemis du peuple africain qui soit. Cet homme et son gouvernement observent avec délectation la persécution dont je suis victime depuis 2021. Ils considèrent que c'est bien fait pour moi parce que je suis opposé à leur dictature. Pourtant, même mon opposition à la dictature du Cameroun est de nature à bâtir un Cameroun dans lequel les descendants de toutes les familles camerounaises vivront harmonieusement pour des siècles et des siècles. Les dirigeants camerounais n'ont jamais été à la capacité, à la hauteur de la cheville des dirigeants de l'AES. Dans toute cette période de persécution, je suis même passé par une médiation pour demander au président Biya de libérer mon passeport. De me permettre d'avoir un passeport, puisque on m'avait subtilisé par des lenteurs administratives express mon passeport, le passeport français. La réponse a été sans état d'âme. Si tu ne fais pas allégeance, je ne te donne pas de passeport. C'est une véritable honte pour nous. Et je pense que ma sœur Nathalie Yam doit ressentir la même honte. Pour nous qui sommes Camerounais, que ce soit les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui publient le premier communiqué pour nous défendre, quand Macron nous persécute, pour nous qui sommes Camerounais, c'est la honte. Moi, je ressens une honte profonde. Je parle à mon nom ici, je ne parle pas au nom de ma sœur bien-aimée et camarade de lutte, Nathalie Yamb. Elle pourra dire son propre sentiment. Est-ce que c'est normal que ce soit le président Assimi Goïta? Est-ce que c'est normal que ce soit le président Tiani? Que ce soit le président Traoré? Qui soient les premiers à s'inquiéter des ressortissants de l'Afrique centrale que nous sommes? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas honteux ça? Je ne parle pas des autres dirigeants d'Afrique centrale, de toutes les façons. Parce que quant à eux, nos existences sont epsilon. Qu'est-ce qui empêche les dirigeants d'Afrique centrale d'imiter ceux d'Afrique de l'Ouest? Qu'est-ce qui empêche les soi-disant dirigeants d'Afrique centrale que certains de leurs défenseurs télévisuels présentent comme des dirigeants panafricanistes, mais en secret? Il a libéré le Cameroun en secret. Il ne peut pas publier un communiqué en secret. Puisqu'il a libéré le Cameroun en secret, Paul Biya. Selon un certain nombre de menteurs de télévision. Voilà la honte du Cameroun. Et cette honte s'étend à toutes les familles politiques qui n'ont pas manifesté de solidarité. Tout le temps qu'on persécutait Nathalie Yamb ou moi. Il y en a qui se sont réjouis. Et il y en a qui ont préféré soutenir en cachette sans montrer leur visage. Non, 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 je ne veux pas avoir de problème avec Macron. Non, 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 règle ça là-bas, c'est votre problème en France. C'est un problème franco-français. Moi, je ne veux pas avoir de problème avec Macron. Oui! Je me suis fait dire ça par un dirigeant de l'opposition camerounaise. Oui! Et puis les autres ont rasé les murs. Certains envoient seulement leurs militants.
Et les militants viennent me dire à l'oreille, ou prendre une bonne photo avec moi pour me... Mais il n'y a pas un communiqué. Leurs partis ne font pas de communiqué. Oui! Voilà la lâcheté qui règne en Afrique centrale et au Cameroun en particulier. Ça fait honte. Quand nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, arriveront au pouvoir au Cameroun, le Cameroun soutiendra, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger l'ont fait, tout intellectuel, activiste et militant panafricaniste discipliné et engagé qui subirait des persécutions comparables. Moi, Nyamsi wa Cameroun wa Africa, étant au pouvoir au Cameroun, la voix du Cameroun sera entendue en soutien de tous les panafricanistes qui se retrouveraient dans des situations comparables. C'est un engagement. Et je remercie le communiqué publié par mes camarades, notamment notre secrétaire général des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, maître Corinne Jeanne Eléa Tangan, un communiqué de remerciement qui a été expressément écrit au nom de l'Assemblée populaire des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun pour remercier les présidents Goïta, Tiani, Traoré de l'acte de solidarité, de protection, de l'acte de défense, de reconnaissance, l'acte d'humanité posé envers le fils africain du Cameroun que je suis, leur leader national des Lions et Lions indomptables. Oui, je ne pouvais pas conclure cette conférence sans avouer ma honte de Camerounais, en même temps que ma fierté d'Africain. Oui, ce communiqué me rend fier d'être Africain, mais ce communiqué me rappelle à ma honte de Camerounais. Mais à quelque chose, bonheur ou malheur est bon. Car en effet, c'est avec ce type d'expérience que l'on s'endurcit dans le chemin, que l'on persévère dans le chemin de la vérité, de la justice et de la solidarité envers les siens. Quand on voit comment les présidents Goïta Tiani et Traoré agissent, on se rend compte des devoirs qui nous attendent si nous avions à exercer le pouvoir. Ce sont de très grands devoirs qui nous attendent. Et là, il nous faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Car en fait, nous apprenons encore tous les jours. Est-ce que je m'attendais à la sortie de ce communiqué? Je finis par là. Je vous le dis sur tous les aides qui me sont chers. Je ne m'attendais pas à la sortie de ce communiqué. Je ne m'y attendais pas. J'ai été surpris comme chacune et chacun d'entre vous. Je ne m'y attendais pas du tout. De telle sorte que quand ce communiqué est sorti hier, la première fois que je l'ai lu, j'ai commencé par me demander si quelqu'un n'avait pas traficoté les sites officiels de la Confédération pour essayer de nous faire rêver. Moi et les autres panafricanistes. Ça a été mon premier réflexe. Par cette période de fake newsers, de manipulateurs de cachets et tout ça d'effigie. J'ai vraiment pris tout le soin d'aller vérifier à la source. Quand j'ai vérifié à la source et que j'ai vu que le communiqué était vraiment de la Confédération de l'Alliance d'États du Sahel, quand par recoupement j'ai vérifié cela, j'ai compris qu'il me fallait me confier à la sagesse de la nuit et ne parler que le lendemain. Parce que j'ai été envahi, mais alors massivement envahi de ce double sentiment dont je viens de vous parler. Fierté, reconnaissance, joie, courage et force pour persévérer dans la juste bataille de la libération africaine et en même temps tristesse. Tristesse profonde quand j'ai pensé à l'état dans lequel se trouve mon pays natal. En effet, je n'ai pas à attendre de la pitié de M. Macron et de ses compagnons, puisque leur projet à eux, c'est tout faire pour continuer à dominer les Africains. Mais au moins, un homme peut attendre la compassion des siens quand il affronte les plus grandes épreuves de la vie. Heureusement que cette compassion vient d'une véritable fraternité idéologique, culturelle, la fraternité panafricaniste.
qui vient compenser la méchanceté de proximité des petits despotes africains, comme celui qui tient en otage mon pays natal. La vie est ainsi faite. On ne peut pas tout avoir à la fois. Chaque chose a son temps. Que Dieu bénisse le président Assimi Goïta et tous ses compagnons à la tête du Mali. Le président Ibrahim Traoré et tous ses compagnons à la tête du Burkina Faso. Le président Abdourahmane Tiani et tous ses compagnons à la tête du Niger. Que Dieu bénisse les peuples africains en lutte. Que Dieu bénisse tous les activistes, les militants et les intellectuels panafricanistes qui continuent l'œuvre par laquelle nous sommes dignes, descendants de nos ancêtres. Ainsi soit-il. La France a proposé de reprendre son partenariat avec le Niger. Cette fois-ci, ce sera sincère pour le bonheur des Nigériens. Le Niger a répondu que le bonheur qu'il pourrait apporter aux Nigériens est de rester très loin du Niger et surtout de s'occuper des problèmes des Français.